Bonjour Martial, Bonjour Pascal. bienvenue à l'Entre-deux-mondes. Eh bien, je te remercie de cette invitation qui me fait bien plaisir. Et puis, on a beaucoup de choses à parler. Oui, On on se va connaît déjà tous les deux, on se connaît on très connaît bien. bien. Donc, on va approfondir les choses Exactement. ensemble. Oui, on va regarder ton parcours avec cinq simples questions qui vont pouvoir permettre de te connaître un peu plus et de partager ensemble qu'est-ce qui est la troisième personne qui est l'Entre-deux-mondes. Donc, on va pouvoir débuter. Comme première question, Martial. Oh, voici une apparition de la chatte, Corona. Comme première question, qui es-tu? Donc, on va y aller comme ça pour commencer. On va pouvoir choisir une carte parmi les cartes. Allez, celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui? L'ermite. L'ermite. On a trouvé l'ermite. Intéressant. Allons-y. Donc, Martial, simplement, dans tes mots, comment te définis-tu? Qui es-tu? Eh bien, je peux dire à 75 ans que je suis un rescapé de l'amour. Oh, Voilà, rescapé. rescapé de l'amour. Rescapé de l'amour, pourquoi Tout d'abord, j'ai une enfance sans enfance, je peux dire. Oui. La période de mon enfance a été estompée. Estompé. Oui. Voilà. Et je me suis retrouvé adolescent avec un manque de repères. Voilà. J'ai été touché par l'inceste très jeune, à l'âge de 5 ans, par mon grand-père. Oh. Et jusqu'à l'âge de 10, 11 ans, j'ai subi l'inceste. Donc, si tu veux, je vais parler un peu de l'homosexualité, parce que ça m'a conduit à l'homosexualité. Je ne suis pas né homosexuel, mais je suis devenu par mimétisme, par ma libido a été Chambranlé. disons éveillé de bonheur Oui. par l'homme. Oui, au lieu de... Donc j'ai recherché toujours l'accouplement avec l'homme. Et puis à la puberté, j'ai tu ces viols que j'ai subis pendant tant d'années. Oui. Et j'ai gardé ça 30 ans de ma vie. 30 ans. 30 ans de ma vie, en cachant mon homosexualité, bien sûr. Et puis... Ça l'a fait la personne... avec ta guérison ultérieure, ça l'a fait la personne que tu es aujourd'hui. oui, ce que je voulais dire, Oui. c'est que je me suis senti coupable et honteux pendant beaucoup d'années. J'avais des actes homosexuels, mais je redoutais l'homosexualité. Pour moi, c'était devenu une prison, c'était devenu disons, c'était devenu Un secret ou oui, un secret si tu veux, mais c'était devenu plutôt une dépendance. une dépendance. Une dépendance. Voilà. Et je ne pouvais pas vivre sans l'homosexualité. Elle était là, présente constamment. C'est ce qui m'a conduit à me marier plusieurs fois pour justement quitter l'homosexualité, mais à chaque fois cette homosexualité revenait. Revenez. Voilà. Donc, si tu veux, n'ayant pas eu d'enfance avec un père aussi qui n'a pas accepté J'étais très volontaire étant petit, j'avais une assurance et j'étais très volontaire. Et mon père n'a jamais accepté cette volonté. Et donc, il m'a toujours brimé, il m'a toujours écrasé, rabaissé. Donc, j'ai subi cette enfance, si tu veux. Et puis, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler dans la coiffure. J'étais apprenti coiffeur. Voilà. On va pouvoir, si tu veux, y venir. On va pouvoir venir à la question d'où viens-tu? On est en train déjà d'effleurer le sujet. Si on veut, sans vouloir t'interrompre, pour le qui es-tu présentement,
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Rescapé, oui. Rescapé de mais l'amour, encore, rescapé parce de que l'amour. j'ai été confronté à la mort plusieurs fois, Oui. et c'est toujours l'amour qui est venu me rechercher. Ah, Donc, dans mon parcours, quand même un bon parcours que tu as, le Martial. disons, l'homosexualité m'a toujours amené à des échecs, si tu veux. Oui. Parce que je me suis senti victime aussi, au fond de moi-même. Hmm. J'avais pas cette conscience que j'ai aujourd'hui, où on a toujours le pouvoir sur sa vie. Ouais. Et on peut très bien faire ses choix, ses décisions et ses actions avec la responsabilité que Oui. ça importe. Oui. C'est une clé qui te manquait, en fait. Mais c'est la clé qui me manquait à l'époque. On va voir. Donc, On va voir maintenant. On a répondu un peu à qui es-tu, un rescapé de l'amour. On va aller plus en profondeur parce que je pense qu'on s'enligne directement dans ce sujet-là. Quel est ton parcours, donc? D'où viens-tu? Pour cette question, encore une fois, on va choisir dans une des cartes du jeu de tarot. Et comme je le dis à la maison, on tire la carte, mais moi je n'explique pas la carte. Les gens ultérieurement vont pouvoir faire leurs recherches et vérifier. Pour les amateurs de tarot, bien sûr, c'est pour ça que je fais ça. Je ne suis pas encore assez bon pour tout dévoiler. Donc, d'où viens-tu, Martial? alors, on tire une carte. Le pendu. Le pendu. Donc, on a le pendu pour aujourd'hui, pour d'où viens-tu? Donc, commençons. On commence avec l'enfance. L'enfance, je suis né dans une famille, mon père était ingénieur, ma mère était au foyer, j'avais deux frères. Oui. Deux frères aînés, mon frère, j'avais un frère aîné de 10 ans de plus que moi et mon deuxième frère de 8 ans de plus que moi. On était dans une famille de cadres moyens, donc Ouais. pas trop de problèmes En France. matériels. C'était en France? En France, oui, oui. en France. Oui. J'étais dans le sud de la France, enfin dans le sud de Paris, dirons. Oui. Je suis né à Juvisy-sur-Orge, vraiment le sud de Paris, côté d'Orly. Voilà, j'ai grandi tant bien que mal. À l'époque, j'étais toujours chez les gens. Je parlais beaucoup. J'aimais bien réciter des récitations. Je me rappelle, j'aimais bien. Pour moi, l'avenir, c'était la scène. C'était le théâtre. C'était la scène. C'était être acteur. Le jeu, l'acteur. Être acteur. Oui. Être acteur. Tu avais une belle énergie déjà en toi, bien innée, sûr, de vouloir bien interagir sûr. et projeter ton intérieur. Bien sûr. Et puis à l'âge de 5 ans, donc, est arrivé ce grand-père qui m'a dit un jour, on va jouer à un jeu, mais on va le jouer tout nu. Et puis voilà, ça a commencé à cette époque-là. Et puis mon grand-père m'a dit, à cette époque-là, il faut rien dire à personne parce qu'il dit non, je pourrais mourir, aller en prison et mourir. Mourir. Donc, un enfant qui aime hein? beaucoup son grand-père, c'est normal qu'il tue la chose. Et Oui. je l'ai tué pendant 30 ans. 30 ans. Ouh, voilà. Ouh là là. J'ai grandi tant bien que mal. L'école, je l'ai pas tellement connue parce que j'avais toujours des problèmes de traumatisme, bien sûr. Qui ressortaient. Qui ressortaient constamment. Donc je jouais un peu le malade imaginaire parce que je ne voulais pas aller à l'école. J'étais mal à l'école. Oui. Et donc à 13 ans, mon père a dit tu vas pas continuer tes études, J'avais passé mon certificat d'études à l'époque. Oui. Il y a 75 ans, enfin il y a 65 ans. Et j'ai passé mon certificat d'études et puis mon père m'a dit maintenant tu vas rentrer dans la coiffure. Dans la coiffure. Dans la coiffure. Il n'a pas choisi le bon jour parce que dans la coiffure il y a beaucoup d'homosexualité. C'est ironique, donc j'ai été propulsé encore dans la coiffure, dans l'homosexualité. Et puis, j'ai passé mon CAP de coiffeur très jeune. Oui. À 15 ans, j'ai passé mon CAP. J'ai eu une dispense d'âge pour passer mon CAP. Et puis, je suis rentré comme compagnon coiffeur à la gare de l'Est, à Paris.
Et puis j'ai travaillé très tôt, et à 15 ans, je gagnais déjà mon pain. Voilà, En coiffant les gens. en coiffant les gens. Fait que tu avais déjà une interaction. Tu Voilà. étais comme en scène un peu, quand on parlait de vouloir être acteur. Un peu. Voilà. Un coiffeur, c'est un peu metteur en scène, acteur, une interaction. Oui, le un fun. peu. Il y a beaucoup De jeu. de jeux Oui. dans la coiffure. Oui. Oui. Fait que t'as retrouvé Comme certain- dans la vie, Comme dans d'ailleurs. la vie. Comme il y a Comme beaucoup de jeux présentement, dans la tu sais. vie. Voilà, Fait que t'as retrouvé un exactement. plaisir quand même. Exactement, en tout faisant à fait. la Tout à coiffure. fait. Tout à fait. Et puis ensuite, je suis venu travailler dans le Val d'Oise, à côté de chez mes parents. Mes parents habitaient le Val d'Oise, une très belle ville. Petite ville du Val d'Oise, l'Isle-Adam, qui est une très belle ville. Et puis j'ai travaillé là, et puis il y a une amie, comme ma sœur, qui avait 50 plus que moi, qui a ouvert un salon de coiffure dans l'Oise et qui m'a demandé de venir travailler avec elle. D'accord. Et puis ce qui s'est fait, on est tombés amoureux l'un de l'autre, Oh. et puis on s'est mariés. Oh, Voilà. ta première compagne. Ma première épouse, avec laquelle j'ai eu 2 enfants, 2 enfants. 2 fils. Oui. Et puis, au début, l'homosexualité ne m'a pas recherché, mais au bout d'un certain temps, l'homosexualité est revenue. Oh. Donc, j'ai quitté le foyer. Et je suis parti sur la route, volontairement. Pour te retrouver. Pour me retrouver, mais je ne savais pas pourquoi à l'époque. Ok. Oui. Donc, j'ai vécu 2 ans dans la rue, dormant dans les gares, sur des cartons, mangeant dans des poubelles Oh là là. de restaurants, et puis, mais une très grande liberté. Oui. Très grande liberté. Et, Plus de responsabilité. oui, Oh, de responsabilité, oui. parce que je ne pouvais pas continuer à être présent dans ma famille dans ces conditions. Oui. Parce que j'aurais fait plus de mal que de bien. Oui. Donc j'avais décidé de partir. Fait qu'on est parti de coiffeur, marié, 2 enfants, à sans-abri, si on peut dire ça. À l'époque, c'était Vagabond. Vagabond, c'est Vagabond. Bon. Oui, oui. C'est plus romantique, Vagabond. Voilà, à Vagabond. Et puis je me suis trouvé dans des situations, par exemple dans le Massif central, avec moins 10 degrés, en petite chemise, sur le bord du trottoir en attendant la mort. Et puis il y a un boucher qui s'est arrêté, qui est rentré de son travail dans une grande surface, qui m'a monté dans sa voiture, qui m'a amené chez lui, et puis qui m'a sauvé la vie. Puis à quel âge ça que tu avais? J'avais à l'époque 23 ans, 24 ans. 24 ans. Donc 24 ans, vagabond, et tu te fais rescaper encore une fois, pour la première fois peut-être, par l'amour qui vient te... Par l'amour qui vient me rechercher. Et puis ensuite, j'ai continué le chemin sur cette route, sur partie, et un beau jour, je me suis réveillé à la gare d'Avignon. Oui. J'étais sur mes cartons. Et il m'est venu le besoin d'aller revoir mes enfants. Oui. Ça faisait combien de temps, là? Ça faisait 18 mois à peu près. 18 mois. Pas de nouvelles, non, rien, disparition, vagabond. Non, 18 mois à peu près. Donc, j'ai décidé de... Mais je me suis toujours entretenu. Je me suis jamais laissé aller. Okay. Je me lavais tout le temps. Vagabond propre. Oui, j'étais toujours nickel. Un beau Charlie Chaplin. Je voulais pas tomber dans le... J'ai jamais bu, je me suis jamais drogué. J'ai toujours respecté mon amour propre, je dirais. Mais tu cherchais la solitude. Voilà. Je cherchais Je fuyais quelque chose. Je fuyais mon homosexualité. Ouais. Voilà, quelle était la cause de tout ce que je pouvais supporter et vivre. Donc, j'ai décidé d'aller voir mes enfants et comment a été l'accueil? J'ai parcouru d'Avignon à Menton. Oui. J'ai fait tout à pied, qui représente à peu près 250 kilomètres.
Québec-Montréal à peu près. Là. Voilà, Ouais, Québec-Montréal, à pied, ouais. sans manger de trop, parce que je mangeais ce que je trouvais correct dans les poubelles. Ouais, ouais. À l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas De banque alimentaire ou de de banque trucs. alimentaire Ouais. ou de... ça n'existait pas. Au contraire, on nous repoussait de partout. Ouais. Et donc, je suis arrivé à Menton, mais j'ai été accueilli par la police. Oh. Et j'ai dû quitter Menton sans pouvoir voir mes enfants immédiatement. OK. Et en demandant de ne plus revenir à Menton. Oh là là. Parce que on avait porté plainte contre moi, abandon de famille. Et donc, et on m'a demandé de quitter Menton. Donc, je suis reparti sur la route. Donc, au moment que tu as voulu refaire contact, oh, la vie a fait en sorte que... La vie a fait en sorte que c'était pas possible. Donc, je suis retourné sur mon chemin. Et puis, mes parents avaient une propriété à la Londe-les-Morts, à côté d'Hyères, dans le Var, au bord de la Méditerranée. Donc, j'ai décidé de prendre cette route et puis d'aller voir si mes parents étaient là. Parce que j'étais épuisé. Après 2 ans... Hein, j'étais plus pauvre que le pauvre. Disons que j'étais... puis je mangeais pas, il faut dire que je mangeais pas. Là, j'ai fait toute cette route, c'était au mois d'août. Oui. C'était tout le mois d'août et je suis arrivé le 15 août devant la maison de mes parents. Et la maison était fermée. Mes parents n'étaient pas là, donc j'ai repris ma route. Mais j'avais décidé d'arrêter de vivre. J'avais décidé de m'abandonner. Et puis, j'ai traversé la petite ville de Hyères et j'ai pris le chemin d'une petite ville qui s'appelle Lacroix. Et je suis arrivé à un carrefour où il y avait une grande oliveraie. Donc, il faisait très chaud, c'était le 15 août, il faisait 35 à 40 degrés à l'ombre. Le soleil tapait, donc j'étais au bord de l'épuisement, au bord de l'épuisement total. Donc, je suis rentré dans cette oliveraie et puis je me suis aussi assis auprès d'un énorme olivier. Olivier, oui. Et je me suis assis là, et puis j'ai dit, ça y est, c'est terminé, je la laisse partir. Oui. C'était ta décision à ce moment-là. Voilà. Et puis, en face de moi, il y avait ce qu'on appelle le mont du Fenouillet. C'est un petit mont qui fait à peu près 250 mètres de haut. Oui. Et en haut, il y a une grande croix. Et puis, j'ai levé les yeux. Et en levant les yeux, j'ai eu un mirage. Un mirage. Une hallucination ou un mirage. Quelque chose s'est passé. Un homme était en eau blanche, les bras écartés, qui me fixait. Je viens d'une famille... mon père était juif, ma mère chrétienne, mon arrière-grand-père musulman. Donc, j'étais pas baptisé, j'avais aucune religion, parce que dans la famille, on n'a jamais parlé de Dieu, on n'a jamais parlé de religion, on n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Et cet homme en blanc apparaît devant moi. Et puis, il y a une énergie qui me soulève de terre, une force incroyable, qui me fait mettre à genoux. Et à ce moment-là, je prononce des paroles que j'ai jamais prononcées. Mon Dieu, sauvez-moi, mon Dieu, sauvez-moi. Et à partir de ce moment-là, je fonds en larmes. Je fonds en larmes. En baissant la tête, je fonds en larmes. Tout mon corps se déverse toute cette... Toute cette peine sort finalement. Toute cette souffrance, toute cette... Et... à un moment, il y a un grand coup de frein sur la route, un énorme coup de frein qui me fait sursauter. Aussitôt, je lève les yeux. Il n'y avait plus rien sur la colline. Mais il y avait en moi... une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, une nouvelle force. Je me lève, je prends mon petit fardeau et je m'engage sur ce chemin pour retrouver la route. Et j'arrive à la route... il y a un énorme camion qui s'est arrêté au bord de la route. Et puis il y avait le chauffeur qui était sur sa remorque, en train de fermer la porte, puis qui me regarde.
Ah, il me dit, d'où viens-tu, toi? D'où viens-tu? Ben, je dis, je sais pas, monsieur. Mais où tu vas comme ça, cette chaleur? Je sais pas, monsieur. Il dit, moi, je vais à Sainte-Foy-la-Grande, à côté de Bordeaux. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, monsieur, ça m'intéresse. Oui. Donc, il m'aide à monter dans le camion parce que c'était un énorme camion très haut. Qu'est-ce que ça transportait, le camion? Je sais même plus. OK. Je sais même pas, je me rappelle plus. Il y avait une très grande remorque, c'était immense. Et puis il monte dans le camion et puis voilà, on démarre sur la route. On parle pas beaucoup au départ. Oui. Puis à un moment, il me regarde, il me dit, j'ai l'impression que tu as faim, toi. Et je dis, oui, un peu, monsieur, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Donc il s'arrête sur une station-service et il revient les bras chargés de sandwichs, de fromage, La de totale, fruits. le festin. Le festin. Oui. Le festin. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris, c'est à ce moment précis que j'ai dit, l'amour existe. On a eu 2 situations d'amour qui t'ont apparu. Le boucher et maintenant ce chauffeur. Ouais. Mais c'est pas tout. C'est pas l'aboutissement, c'est pas la source. Petit à petit, j'étais amené sur un chemin de piste. Oui. Parce que Sainte-Foy-la-Grande, l'homme en blanc que j'ai vu, Oui. Sainte-Foy-la-Grande, j'arrive à Sainte-Foy-la-Grande à 6h du matin, je dis au revoir à mon bienfaiteur, Oui. je descends et je traverse Sainte-Foy-la-Grande. Et je passe devant un château où il y avait des gens qui ramassaient des pommes. Je rentre, parce que j'ai quand même toujours un peu travaillé sur la route. Oui. Et je rentre dans ce verger, et puis je demande à parler au propriétaire. C'était un... Personne en charge. Oui, un personne en charge. Oui. Il arrive, et puis je lui demande, monsieur, est-ce que vous avez du travail pour moi? Il me dit, oui, j'ai du travail pour toi. Il me donne une échelle, un seau. Voilà, je commence à ramasser des pommes. Oui. Et puis, en fin de matinée, il vient me voir avec sa femme, il me dit, mais est-ce que tu as un endroit pour manger, pour dormir ici? Non, monsieur, j'ai rien. Mais comment tu veux faire? Je sais pas, monsieur. Et en une fraction de seconde, il me dit, mais écoute, tu viens manger à la maison et tu viens dormir à la maison. Et puis on verra, on parlera ensemble et on verra. Et puis le soir, donc le midi, je vais manger avec eux. Et le soir, je retourne manger et dormir. Oui. C'était des catholiques intégristes, je dois dire, qui faisaient venir le dimanche un prêtre pour faire la messe en latin. Oui. La semaine se passe, on parle beaucoup de mes origines, de tout ça. Et puis le dimanche arrive et le prêtre vient. C'est la première fois que j'assistais à une messe, surtout l'hostie. Oui. Et après la messe, le prêtre vient me voir, il me dit, mais d'où tu viens, toi? Je dis, je sais pas, monsieur. Je sais pas d'où tu viens. Non, monsieur, Tu sais plus. Je sais plus. Oh, il m'a dit, toi, il n'y a qu'une qui pourra faire quelque chose pour toi. Marthe Robin pourra faire quelque chose pour toi. Il m'a mis un billet de 20 francs à l'époque dans ma poche. Et il m'a amené à la gare où j'étais à Sainte-Foy-la-Grande, la gare de Sainte-Foy-la-Grande, pour Châteauneuf-de-Galore, donc les foyers de charité Marthe Robin, pour rencontrer Marthe Robin. Mais en réalité, c'est Marthe Robin qui m'a amené chercher. Donc c'est la source de l'amour qui est venue me chercher. Oui. Pour m'amener... Par des drôles de synchronicité. Voilà, pour m'amener à sa rencontre. Donc je suis arrivé, il m'a donné un mot pour le père
le père principal des foyers de charité, le père Finet. Et donc, je suis arrivé, le père Finet est descendu. Il m'a regardé comme ça. Oh, il me dit, toi, on va t'amener à Châteauneuf, à Besançon, foyer de charité de Besançon. Donc, on m'a ramené à Besançon. J'ai rencontré un prêtre extraordinaire qui était le père Cadran, et qui était un homme extraordinaire. Et 3 jours après, Marthe Robin m'a appelé. Oui. Donc on m'a ramené à la ferme Robin, à Châteauneuf-de-Galore, la plaine de la Galore. Elle a lu ton message, elle a lu vent de toi, elle t'a contacté. C'est pas qu'elle m'a contacté, c'est que Marthe Robin, c'était la stigmatisée de la Drôme qui vivait sans boire, sans manger depuis plus de 40 ans. Elle vivait la passion du Christ du jeudi au dimanche. Elle mangeait un hostie par jour? Oui, elle mangeait pas. L'hostie était absorbée dans sa bouche. Okay. Elle était aspirée, l'hostie. Ouais. Parce qu'elle ne pouvait pas déglutir, elle était paralysée entièrement. Elle était aveugle et paralysée, recroquevillée sur elle-même. Mais elle survivait quand même. Elle survivait quand même. Absolument. Voilà. Donc, je suis arrivé dans cette petite ferme vers 5 heures du soir. Je suis entré, j'ai frappé, je suis entré. Il y avait un poêle central avec une bonne soupe qui fumait. Puis tout autour de la pièce, il y avait des chaises. Pardon, excuse-moi. Oui. Ok, elle t'attendait. Je savais pas qui c'était Marthe Robin, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Même pas de nom, rien. Pas de nom, je connaissais rien. J'étais vraiment dans un autre monde. Oui, absolument. Oui. Et je m'assois sur une chaise, on me fait asseoir sur la chaise. Puis il y avait une horloge franc-comtoise en face qui. Puis à un moment, il y a un homme qui sort d'une porte en larmes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais inquiet, je me demandais. Tant que je me sens embarqué. Et puis, au bout d'un petit moment, il y a une dame qui est venue me chercher. Elle me dit, suivez-moi. On sort par cette porte, donc on rentre par cette porte où l'homme était sorti. On traverse un petit couloir et puis elle ouvre une porte et une pièce entièrement noire. Noire. Bah oui, parce que Marthe était aveugle. Donc elle n'avait pas besoin de lumière. Elle avait que. Non, elle ne supportait pas la lumière. Okay. Oui. Donc je rentre, on ferme la porte derrière moi, je m'avance et puis une petite voix qui me dit « Asseyez-vous ». Je cherche la chaise à tâtons. Oui. Je prends le dossier, puis je fais le tour de la chaise et je m'assois. « Comment vous appelez-vous ?»« Martial, madame. » Martial, vous croyez que c'est bien d'avoir abandonné votre femme et vos enfants? Non, madame. Et là, le silence complet. Comment elle faisait pour savoir ça? Je me suis enfoncé dans la terre, le silence complet. Et je suis resté, je ne sais pas comment, dans ce silence où la terre s'est ouverte devant moi. Une lourdeur, le temps s'est arrêté. C'était... interminable. C'était une conscience au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tu n'avais pas rencontré quelqu'un comme ça. Oui. Et au bout d'un petit moment, le silence s'est rompu. Il me dit, « Voulez-vous que nous prions ensemble ?» Mais madame, je ne sais pas prier. Suivez-moi dans les paroles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et puis on fait la prière. Et puis à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Dans cette pièce noire, il y a eu du soleil, il y a eu de la lumière, il y a eu tout un... Une nouvelle énergie. Ouais. Quelque chose s'est libéré. Il y a... La culpabilité s'est libérée. Il y a un départ de la culpabilité. Une première chaîne qui s'est brisée. Ouais. Et puis voilà, on a fini de prier, et puis, dans le silence, je me suis levé,
Et puis, je me suis retourné pour aller vers la porte. Et à ce moment-là, Martial, il y a une voix qui sonne. Martial, n'oubliez jamais de prier Marie tous les jours de votre vie. C'est ce que j'ai fait depuis tout ce temps. Sans être religieux pour autant, parce que ma religion, c'est l'amour. Oui, et voilà. J'ai parcouru les 3 religions monothéistes dont je suis issu. Oui. Donc j'ai fait un approfondissement du judaïsme, j'ai fait un approfondissement de l'islam, j'ai fait ma profession de foi en islam, oui. Parce que je me suis marié avec une musulmane au Maroc, oui. Riyad du Maroc, où j'ai eu un enfant qui s'appelle Karim. Deuxième mariage. Deuxième mariage. Donc j'ai vécu 12 ans au Maroc. Oui. Et puis, avec ce Maroc, il m'est arrivé beaucoup de péripéties. Oui. Je suis arrivé... je suis retourné, après les foyers de charité, je suis retourné faire les vendanges. Faire des vendanges à Sainte-Foy-la-Grande. Qu'est-ce que c'est, les vendanges? Les vendanges, c'est cueillir le raisin. Ok, oui, très bien. Je suis retourné faire les vendanges à Sainte-Foy-la-Grande. Et puis, à la fin du parcours de ces vendanges, le propriétaire de la ferme où j'étais m'a dit « Je te raccompagne en voiture à la gare ». Je voulais rentrer sur Paris. Oui. J'avais pas aucune maison, j'avais aucun lieu où je peux aller. Mes parents et pas de contact m'avaient tourné un peu le dos. Ton ancienne famille, ton ancienne épouse, pas de contact? Aucun contact, okay. J'étais seul au monde. Okay. Seul au monde. Donc, je vais à la gare de Sainte-Foy, et puis il y avait la queue devant moi. Et puis, j'avais un petit peu d'argent des vendanges dans ma poche. Il y a un gars devant moi qui passe et puis qui me demande un billet pour Casablanca au Maroc. Oh, Casablanca. Dans ma tête, je lui dis, mais on peut aller à Casablanca par le train. Il arrive mon tour, vous me donnerez un billet pour Casablanca. Allons-y. Et voilà comment je me suis retrouvé à Casablanca à 9h30 du soir, connaissant rien. Il y avait des petits taxis à l'époque devant la gare. Ces petits taxis qui coûtaient $5 à l'époque, c'était rien du tout. J'ai demandé de m'accompagner dans un petit hôtel dans la Médina. Mais il m'a accompagné dans un petit hôtel de Médina. Et puis ensuite, dans cette aventure, tu as rencontré. Je suis sorti dans Casablanca, tout ça. Et puis, j'avais entendu parler, quand j'étais jeune, de Marrakech. Marrakech. Et je voulais connaître Marrakech. Donc, le lendemain, j'ai pris mon bus pour aller à Marrakech. Oh. Et quand je suis arrivé à Marrakech, l'Okaïmden en face avec les neiges éternelles, les palmeraies en bas, la porte du désert, pour moi, c'était un dépaysement. Je revivais. Oui. C'était extraordinaire. Et j'ai pris un petit hôtel à Marrakech, mais comme j'avais pas beaucoup d'argent en poche, oui. Le 3e jour, j'avais plus d'argent. Donc, je sors, et puis à la sortie, il y a un jeune Marocain qui me dit, mais vous êtes là, monsieur, vous êtes en vacances? Je dis non, je suis pas en vacances, je suis... Mais j'ai plus d'argent, je peux plus rester à l'hôtel. Ouais. Oh, il me dit, c'est pas grave, monsieur, venez à la maison, mes parents vont vous accueillir. Et voilà. Et j'arrive donc au centre de la Médina de Marrakech, dans une famille, la famille Gidar, où il y avait 10 personnes, la mère était enceinte, il y avait 10 enfants, la mère était enceinte d'une 11e enfant, le père était aveugle. Oh là. Mais des gens... de cœur. D'une beauté et d'un cœur extraordinaire. Je suis resté 3 mois chez eux, 3 mois qui m'ont... hébergé. Ils m'ont hébergé, ils m'ont acheté mes cigarettes. Ils t'ont aimé. Ils m'ont aimé. Ils m'ont aimé. Là, vraiment, l'amour continuait. Cet amour que je recevais continuait. Oui. Et puis, au bout de 3 mois, un jour, je suis descendu au centre-ville de Guéliz, la ville européenne de Marrakech. Oui. Parce qu'il y a la fameuse marche verte d'Hassan II, le Sahara occidental, où il a frété beaucoup de camions avec
beaucoup de gens avec les Corans pour aller conquérir le Sahara occidental contre l'Algérie. Donc, il y avait plein de barrières, et moi, je me suis accordé une barrière, et puis j'attendais que les gens passent, les convois passent, et tout ça. Et puis, à un moment, il y a eu un mouvement de foule, et je suis tombé. Au sol. Je suis tombé au sol. Et à ce moment-là, il y a un monsieur de couleur qui m'a ramassé, qui m'a dit « Mais tu es français ?» Je dis « Oui, monsieur, je suis français. »« Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Je dis « Rien, monsieur, je vagabonde un peu. » Oui. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu sais faire ?» J'ai dit « Je sais faire beaucoup de choses, je sais faire plein de choses. J'ai fait de la coiffure, j'ai fait aussi de la décoration hôtelière, j'ai fait de la décoration, j'ai fait de la peinture, j'ai vendu de la peinture, de papier peint, j'ai vendu beaucoup de choses, de la moquette, j'ai vendu du tapis d'Orient. Parce que ça, c'est une période de ma vie que j'ai fait beaucoup de choses, oui. Ben, il m'a dit, moi, je suis entrepreneur de peinture, j'ai besoin d'un décorateur, justement. Allons-y. Je t'embauche. Et voilà. Et voilà comment je me suis retrouvé avec mon bureau et mon appartement dans la Palmeraie de Marrakech. La première villa de Marrakech, j'ai habité le rez-de-chaussée de la première villa de la Palmeraie de Marrakech. C'était dans les années 1975. Ça fait qu'en 1975, t'étais là. J'étais là. Et voilà, j'ai commencé à travailler avec Taoufik. On s'entendait très bien, il n'y a pas de problème. Puis un jour, un matin, il y a un monsieur qui est arrivé, un jeune qui est arrivé dans mon bureau, et puis il m'a dit, monsieur, voilà, je me présente, Ben Cherki, je suis directeur de la société de décoration hôtelière, la Solia, à Casablanca. À Casablanca. Voilà. Et j'aimerais vous avoir comme directeur de mon magasin à Casablanca. Oh là là. Je dis, monsieur, pour l'instant, je suis avec monsieur Taoufik. J'ai aucune intention d'aller à Casablanca et je vous remercie, mais votre offre pour l'instant ne m'intéresse pas. D'accord. Oui. Il m'a dit, réfléchissez, et puis rappelez-moi si vous voulez m'a laissé sa carte. Oui. Et Taoufik revient sur ses entrefaites, je lui raconte la scène que je viens d'avoir avec eux. Oui. Et Taoufik me dit, mais si, pars à Casablanca, pars, c'est ta chance, vas-y. Sauve-toi. Je dis, je ne vais pas te laisser tout seul. Il m'a dit, c'est pas grave, va, c'est ta chance. Oui. Donc je rappelle Ben Cherki et voilà, je lui dis, mais écoutez monsieur, j'accepte vos conditions et j'arrive. Donc je prends le petit avion, le petit Fokker de Marrakech à Casablanca et j'arrive à Casablanca, il vient me chercher à l'aéroport. Et puis il me donne un appartement en haut du magasin. Il y avait un très grand magasin. Derrière, il y avait des ateliers, mais il y avait un très beau magasin. Donc ton propre appartement. Oui, il me donne mon appartement et tout. Voilà. Donc voilà, je commence là. Et puis petit à petit, ça a évolué. Voilà. Et puis un jour, il me demande de raccompagner 2 filles à Marrakech avec sa voiture, un soir. Je m'excuse. Donc toujours des synchronicités puis des coïncidences assez précises. Il me demande de raccompagner justement ces 2 filles à Marrakech. Oui. Je prends ma voiture, je prends sa voiture et puis je pars sur Marrakech et puis voilà. Et puis on arrive très tard à Marrakech, on arrive sur le coup d'1h du matin. Donc je dors sur Marrakech et puis je rentre le lendemain. Et puis pendant le parcours, j'avais discuté un peu avec ces 2 filles, puis il y en avait une derrière, on avait discuté un peu plus. Oui. Et puis le lendemain, donc je suis au bureau, et puis je remonte à mon appartement, puis je donne un coup de téléphone, c'était cette fille qui me disait qu'elle voulait me revoir. Oh là là. Donc voilà. Et puis ça a été ma 3e épouse. Ta 3e épouse. Non, ma 2e épouse, pardon. Ma 2e épouse, pardon. La mère de Karim, donc mon fils. Donc vous avez passé combien de temps ensemble?
Ben, il y a beaucoup de problèmes. Là, Ah. d'abord, il a fallu que je me convertisse à l'islam Oh, ok, oui. pour me marier. Donc, j'ai fait ma conversion à l'islam. Étudier l'islam et tout. Oui, j'ai approfondi l'islam. J'ai été faire pendant 5 ans, j'ai été faire 6 ans même, j'ai été faire ma prière à la mosquée. Et, et donc, un fils est né, Karim, de notre union. Mais très vite, l'homosexualité m'a repris. Donc, on s'est séparés. Disons que Est-ce que tu t'es je sauvé? préfère taire ce qui est arrivé Ok. pour la respecter. Oui. Mais bon, elle m'a fait enfermer en hôpital psychiatrique. Et enfermer en hôpital psychiatrique au Maroc, c'est pas évident non plus. Donc j'ai un brouillard pendant quelques mois. Et puis on est venu me rechercher après. Mais ça, c'était bien après. C'est bien après. Parce qu'au début, je connus cette seconde épouse, Ben Cherki m'a posé la condition de soit je restais travailler, soit je quittais. Si je vivais avec cette fille, je quittais mon travail. Il m'avait prévenu que je pouvais avoir beaucoup de problèmes et que ceci et que ça. Bon, j'ai choisi mon épouse, donc j'ai quitté mon travail. Et je me suis retrouvé sans travail. Donc on est allé vivre chez des amis. On est allé vivre chez des amis. Oui. Et... Ok, continuons. Elle vient me consoler. Oui. On est allé vivre chez des amis et un jour j'ai voulu manger du pain français. Oui. Donc je suis parti dans une boulangerie française. Oui. Et puis il y avait beaucoup de monde dans cette boulangerie française. Oui. Donc j'ai attendu comme tout le monde. Et devant moi il y avait un monsieur d'un certain âge. Et quand il est arrivé à la caisse, il a pris des gâteaux, il a pris du pain. Et quand il a voulu ramasser tout ça, sa sacoche est tombée par terre. La sacoche est tombée. Oui. Donc, je me suis baissé pour lui ramasser, et puis j'ai rendu sa sacoche, tout ça. Puis il m'a dit, vous êtes européen? Je dis, oui, monsieur, je suis français. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, rien, monsieur. Ouais. Il m'a tendu sa carte, c'était le directeur général de Rhône-Poulenc, Maroc. Donc, il m'a dit, passez me voir à mon bureau. Et voilà, ça recommence. C'est bien. Donc, quelques jours après, je m'en vais à avenue des Phares à Casablanca, au bureau de monsieur Pelletier. Donc. Oui. Et il me reçoit, il m'a dit, qu'est-ce que vous feriez dans ce pays? Quelle est l'idée que vous auriez de quoi faire dans ce pays? Oui. Ben, je dis, monsieur, dans ce pays, il y a beaucoup de cafards, il y a beaucoup de rats, il y a beaucoup de souris, il y a beaucoup de problèmes d'hygiène. Oui. Je verrais bien un service de désinsectisation, désinfection. Ok. Mais il m'a dit, écoutez, je vous envoie un mois à Lyon, chez Rhône-Poulenc, Lyon, pour établir un programme avec les ingénieurs. Et puis quand vous reviendrez, vous aurez votre bureau et votre voiture. Et puis vous n'aurez plus qu'à travailler. Et voilà. Ben, je dis, monsieur, je suis d'accord. Allons-y. Je suis parti en France, à Lyon, donc faire mon stage et mettre les produits en équivalence pour le Maroc. Ouais. Et puis au bout d'un mois, je suis revenu, j'ai eu ma voiture, mon bureau. Et puis maintenant, j'ai dit où il faut que j'aille pour travailler dans ce pays. Ben, ce pays, c'est d'abord le roi, les palais royaux et les domaines royaux. Okay. Donc si je veux travailler, il faut que j'aille là-dedans. D'accord. Donc je suis arrivé au palais royal de Fès, connaissant personne. Je suis tombé sur un garde. J'ai dit, voilà, je voudrais parler à un économe du palais. Oui. Il m'a dit, attendez là. Puis au bout d'un moment, il y a un monsieur qui est arrivé, capitaine Lujan, qui était économe du palais royal de Fès. Il m'a fait rentrer dans son bureau. Puis il m'a écouté pendant un quart d'heure, 20 minutes. Puis au bout de 20 minutes, il m'a dit, monsieur Parachou, je suis d'accord, on signe un contrat. Alors. Voilà. Donc je suis arrivé
Je suis arrivé avec mon personnel, parce que j'avais quand même 65 personnes Ah oui. pour traiter. Le Palais Royal de Fès, c'est Ouais. 65 hectares de C'est bâtiments. grand, là. Ouais. 65 hectares de bâtiments. Oui. C'est énorme, Oui. c'est énorme. 1500 et quelques pièces. Donc c'est énorme. 500 pièces. Donc, plus tout ce qui est les riades, les jardins, Ouais, c'est ouais, énorme. ouais. Donc je suis arrivé avec mon équipe et on a mis une semaine. On a mis une semaine pour faire tout ça. Oui. Et puis, tu m'aimes bien, hein? Oui, Oh, content. tu m'aimes bien. Oh là là. Oh là là. Corona. Et c'est notre chat invité, hein, Corona, Ben, qui bien fait son sûr. apparition. La dernière fois, elle était plus timide, mais cette fois-ci, elle est là. Donc, tu es arrivé au palais. Donc, Je suis arrivé au palais, donc avec mon équipe, on a mis une semaine pour faire tout le travail. Et puis, quelques jours après ma rentrée au bureau, Monsieur Capitaine Jean m'appelle en disant « Monsieur Parachou, qui de droit vous fait ses compliments parce que vraiment, ce ça travail a marchait. été bien Oui, fait. oui, oui. Et je vais vous appeler maintenant pour aller au Douillette. Le Douillette, c'était le palais, c'était un genre de ferme. Pardon. C'était un genre de ferme, pas une ferme, mais disons comment on peut appeler ça, un village de fête, si tu veux. OK. Où le roi, Hassan II, à l'époque c'était le roi Hassan II, venait faire La fête. la fête. Voilà. Festival. Il venait inviter tous les gens de l'étranger qui venaient à faire les méchouis, à faire les choses comme ça. Voilà. Et puis en même temps, c'était un zoo, il y avait beaucoup d'animaux. Donc il y avait beaucoup de mouches, beaucoup de moustiques, beaucoup de rats, beaucoup de Donc, il y avait un souris, nettoyage à faire. Il y avait du nettoyage à faire. Oui. Me voilà arrivé avec mon équipe, donc à Oudouillette, à Fès. Et je commence à travailler. Bon, moi aussi, j'avais mes imperméables, j'avais mes masques et tout. Je travaillais avec eux. Et puis d'un seul coup, la porte de l'étape s'ouvre. Le roi Hassan II dans l'encadrure de la porte. Le roi. Avec tout son personnel derrière. Ouais, non, pas son personnel, sa cour. Sa cour, derrière. oui. La cour royale. Voilà. Tout son harem. Son harem, oui. Voilà. Et puis le roi qui était en j'arrête les moteurs, tout. Puis j'arrive devant le roi. Puis j'avais toujours dit, même si un jour je rencontre un Hassan II, pas de problème, c'est comme moi. Il va... Ouais, c'est ça. Et j'arrive devant lui et impossible de parler. Impossible de parler. Impossible La de parler. présence, la prestance. Ouais, impossible de parler. Il y a quelque chose de très fort. Impossible de parler. parler. Une émanation. Impossible de parler. Donc, il s'en aperçoit. Au début, il m'interroge en arabe. Excuse, majesté, je suis européen. Et il se marre, il rigole. Oui. Après, il me parle en français, un français courant. Et puis, on parle pendant moins 10 minutes, un quart d'heure. Des matières actives, des traitements, des trucs. Ouais. Et puis, il me dit, au bout d'un moment, il me dit, vous aurez de nos nouvelles, parce que le roi parle toujours à la troisième personne. Vous aurez de nos nouvelles. Oui. Voilà, et puis il s'en va avec tout son harem derrière lui, ses petits mignons. Et je rentre au bureau, puis je dis voilà, je dis à M. Petit, vous savez, j'ai rencontré le roi et tout ça. Bon, rencontré le roi, oui, c'est bien. Ça fait le tour du bureau, j'ai rencontré Hassan II, tu penses. Et peut-être une semaine après, M. Pelletier m'appelle, il me dit, M. Parachou, vous êtes convoqué au Palais Royal de Rabat pour rencontrer Sa Majesté Hassan II. Oui. Donc je prends ma petite voiture et j'arrive au Palais Royal de Rabat. Il y a un attendant qui vient me chercher, qui me fait rentrer. J'ai attendu 4 heures sur une chaise. 4 heures. 4 heures sur une chaise. Au bout de 4 heures, il y a un attendant qui vient me chercher, qui m'amène dans le bureau où Sa Majesté était assise. Je rentre, un peu fébrile quand même. Après 4 heures, hein? Un peu fébrile de l'endroit quand même. Aussi, oui. Et qui me dit, voilà, M. Parachou, on a décidé de vous embaucher au Palais Royal.
pour vous occuper de toute la gestion des insectisations, des infections généraux, des palais et domaines royaux. Oh, non. Domaines et palais royaux. Domaine, Et c'est villas royales, la qui totale. représentent 15 palais, Ouais. à peu près 170 propriétés royales. Oh. C'est un gros Donc, contrat, voilà. là. Voilà. Donc, voilà, vous aurez votre logement, vous aurez votre voiture, vous aurez votre carte blanche. Carte blanche pour passer partout. Ouais. Mais seulement, il n'y a qu'une chose, c'est que vous serez disponible 24 heures sur 24. D'accord. Et vous ne pourrez pas rencontrer qui vous voulez. Oh, Ben oui. Parce que à l'époque, j'étais le seul à connaître, à peu près, de l'extérieur du palais, j'étais le seul à connaître les endroits où Sa Majesté allait aller. Oui. Parce que j'étais obligé de passer avant. Donc, il y a une espèce de sécurité qui s'intègre. C'est une sécurité qui s'intègre. Voilà. Et puis, j'ai fait ça de nombreuses années. Donc, et puis, jusqu'au jour où justement, mon épouse a décidé de... Bon, il y avait eu l'homosexualité entre-temps, bien sûr. Oui. Et puis, jusqu'au jour où mon épouse décide de trucs. Donc, je continue. Et puis, un beau jour, j'avais demandé, au bout d'un certain temps, j'avais demandé à être désaffecté à une ferme. Oui. Je voulais retrouver la nature. Ouais, Donc, tranquille un peu. le roi m'avait donné la ferme à Insla, c'était à côté de Fès, Oui. une ferme royale, Mm-hmm. où il y avait l'élevage bovin et ovin, chaque caprin aussi. Il y avait une fromagerie pour faire du fromage de chèvre surtout, Oui. fromage de vache aussi, mais surtout du fromage de chèvre. Et puis il y On avait... est en quelle année, le présentement de temps? 80? Non, on était 78, 79. Ok. Ouais. Oui. Et donc, je prends cette ferme en main, et 65, on avait 250 vaches laitières à production journalière de lait. Oui. Et puis, il y avait 1000 caprins, 1000 ovins à gérer, et puis 65 taurillons à l'agrassement. Donc, c'était déjà... Mais enfin, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de personnel. Donc, Oui. il y avait... Oui, c'est encore un gros contrat. Voilà. Donc, ça marche très bien pendant 3 ans. Et puis, un beau jour, j'avais quitté mon épouse, j'étais passé déjà par l'hôpital psychiatrique, je m'étais sorti de l'hôpital psychiatrique, j'avais repris mes esprits. Oui. Et un beau jour, je vais au souk chercher des salades, parce que j'avais pas de salade. Donc je vais chercher des salades au souk. Et puis chercher quelques légumes. Et puis je rentre à la maison, et quand j'avais acheté les salades, le vendeur m'avait envoyé ça dans des papiers journaux. Et je rentre à la maison, et puis je déplie le papier journal. Et puis en dépliant le papier journal, je vois en haut « Décès de la stigmatisée de la Drôme, Marthe Robin ». Oh, le message. Ça me... Percute. Quelque chose qui me percute, quelque chose qui me... Saisit. Qui me saisit. Oh, 3 semaines après, j'étais en France. T'es parti de là. De retour en France. C'était le signe. Ouais, je suis parti en France. Sur le papier journal du... Hey. Voilà. Je suis arrivé en France. En France, est-ce que c'est là que tu as commencé... Je suis retourné chez mes parents. Oui, ok. Je suis retourné chez mes parents. Mes parents m'ont accueilli parce que j'étais quand même à l'époque... j'avais besoin d'aide. Oui. Et j'ai trouvé du travail tout de suite, comme représentant en viande et charcuterie. Oui. Donc j'ai commencé à travailler 4 jours après que j'ai été rentré. J'ai toujours travaillé, ça fait 62 ans que je travaille. Ouais, bon, et je continue encore. Dans différents domaines, quand même.
beaucoup de domaines. Oh, oui. Beaucoup de domaines. Avec représentant en viande. Représentant en viande et charcuterie, Oui. oui. Et donc je commence mon travail sur la Côte d'Azur, ça marche très fort. Je vais jusqu'à Saint-Tropez, beaucoup de restaurants, beaucoup d'entreprises. Ça marche très fort. Oui. Et puis je vais dans une petite épicerie au Lavandou, et là je rencontre une fille et sa mère qui tiennent cette épicerie. Oui. Et puis il y a quelque chose qui se passe avec cette fille. Donc c'est ma troisième épouse. Troisième épouse. J'ai eu Michael qui vit actuellement à Québec. À Québec. Voilà. Il m'a rejoint à Québec. Est-ce que c'est là... L'année dernière, j'ai perdu un de mes fils. De ton premier mariage? De mon premier mariage, oui. Qui a 50 ans. Qui est mort de la Covid, mais enfin surtout d'une leucémie. Parce qu'il avait eu une leucémie. Donc ça a été aussi un drame dans ma vie, parce qu'il y a de nombreuses années où on n'était pas d'accord et on ne s'était pas revus. Oui. Et j'ai pas eu d'enfance, donc j'ai pas su être père. Oui. J'ai pas su être père, j'ai pas su. J'ai eu 4 fils, mais j'ai pas su être à côté d'eux. J'ai pas su. Je regrette pas, mais c'est ainsi. J'ai pas su les aimer comme j'aurais dû les aimer. Voilà. C'est un constat de ma vie. Mais donc je me suis marié avec c'est Michael qui est né. Oui. J'ai été dans le commerce de fruits et légumes, épicerie. Qui fait un lien avec ta présence maintenant. Voilà. Épicerie pendant pas mal d'années, parce que ça a été plus de 20 ans de parcours dans l'épicerie. Dans l'épicerie, bon, quand même. L'épicerie, surtout les fruits et légumes, oui. Le fromage, les alcools. Et puis, quand je me suis séparé de mon épouse, je suis parti les mains dans les poches. On avait construit la maison, mais je suis parti les mains dans les poches encore comme un bohème. Le même pattern qui revient. J'ai toujours reparti à zéro dans ma vie. Plusieurs fois à zéro dans ma vie. Ouais. Mais il y a toujours eu l'amour qui est venu me rechercher. Ouais, mais je ne suis jamais redescendu comme j'étais redescendu au départ. Il y a toujours eu une élévation. Oui, un plateau qui s'éteignait. Voilà, exactement. Et donc... après ce troisième mariage. J'ai retravaillé, donc quand je me suis séparé, j'ai retravaillé chez un ami qui avait un supermarché. J'ai travaillé dans le fruit et légumes. Oui. J'ai été gérant d'un rayon de fruits et légumes. Et puis un jour, il y a une femme qui vient se présenter pour du travail. Mais avant ça, 2 jours ou 3 jours avant, je partais à 4 heures du matin de la maison. Et je descendais les escaliers, j'habitais au 3e, mais je passais toujours par les escaliers, jamais par l'ascenseur. Oui. Et puis un beau jour, je me suis écroulé dans les escaliers, en pleurant. Et j'ai dit, il faut que j'ai une vie saine, une vie pure, une vie que je sorte de toute cette... que je sorte de ma sexualité, que je sorte de tout ça. Oui. Et que je rencontre la femme de ma vie. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 40 ans. 40 ans. Plus de 40 ans, non, j'avais... Attends. En 96, j'avais 50... Donc 96, j'avais 48 ans. 48. Tu t'effondres. J'avais 48 ans. Dans les escaliers. Dans les escaliers. Voilà. Et j'ai dit, il faut que je rencontre la femme de ma vie. Je pars au travail. 3 jours après, il y a une femme qui traverse le magasin pour aller au bureau pour trouver du travail. Oui. Je la regarde et j'ai dit, c'est elle la femme de ma vie. Et ça fait 27 ans qu'on est ensemble. C'était elle. Et ça fait 27 ans que j'ai guéri de l'homosexualité. Ça fait 27 ans que je suis abstinent d'homosexualité. Oui. Voilà. Et c'est la femme de ta vie. C'est la femme de ma vie, ça fait 27 ans qu'on est ensemble.
Et vous avez déménagé au Québec ensuite. Elle est née à Hawkesbury, elle est née Oui. dans l'Ontario. Et elle te racontera son histoire Oui. un jour. Oui. Et elle est née dans l'Ontario, mais elle a toujours vécu en France. Et on s'est connus en France. Et puis quand j'ai eu ma retraite, on avait toujours décidé, quand j'aurai ma retraite, qu'on vienne Au Québec. au Québec. Donc on est venu au Québec en 2013. Oh. Voilà, ça fait 10 ans. Ça a fait 10 ans avant-hier. Oui. 10 ans avant-hier qu'on est à Québec. Et c'est avec elle que tu as développé aussi ton parcours pour la santé, parce qu'on va en parler, mais... Alors, mon parcours pour la santé, Oui. on a monté une affaire, on s'est mariés, donc on a monté une affaire, une épicerie, Oui. encore. On travaillait beaucoup. Et puis moi, à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un autre poids, Un autre apparence. un autre embonpoint. Et c'est vrai que quand elle m'a connu, je faisais 300 livres. 300 livres. Kilos. Mais tu es quand même assez grand, là, déjà, aussi. Oui, mais enfin, c'était lourd à même. porter. Ouais. C'était lourd à porter. C'est arrivé un moment où j'étais presque impotent. Oh. Je ne pouvais plus bouger. Ouais. Je ne pouvais plus lasser mes chaussures, je pouvais plus... Non, c'était énorme. Donc, elle m'a amené, oui, je peux dire qu'elle m'a amené à réviser mon alimentation. Oui. Et puis, on a commencé en 2007. J'ai arrêté de fumer, on a arrêté de fumer. Les deux. Les deux. Oui. On a arrêté l'alcool. On ne buvait pas beaucoup, mais on Ouais. buvait un peu de vin. On a arrêté l'alcool. Et puis... Et puis Vous vous êtes entraidés dans votre... on a décidé de transformer un peu l'alimentation. Enfin, elle m'a décidé de transformer un peu l'alimentation, déjà dès le départ. Et puis petit à petit, c'est venu, on a arrêté la viande, et puis pour terminer ces dernières années, à être que des végétaliens. D'accord. À manger que des légumes et des fruits crus. Aucune cuisson. Et qui te mène à ta profession présente. Qui m'a amené à ma profession présente en naturothérapie. On va en parler à l'instant. Voilà. On a fini si on peut dire. On aurait beaucoup de choses à dire quand même. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le parcours. Des enfin, belles aventures qu'on a voilà, partagées, voilà. Que tu m'as partagées. Pour montrer que l'amour est quand même vainqueur sur beaucoup de choses. Chaque chapitre de tes mariages ou de tes descentes, tu as toujours eu quelqu'un qui est venu te chercher. Mais pour dire que ma responsabilité dans ce que j'ai... Oups. C'est comme ça. C'est les chats. Ma responsabilité dans ce que j'ai suivi, ma responsabilité que j'ai eue surtout dans l'inceste que j'ai... Ma responsabilité, elle était de ne pas parler, de ne pas dire, ce que j'ai vécu, de ne pas dire ce que j'ai supporté. Et je crois que ma responsabilité, elle est là. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait de ne pas en parler. J'en suis responsable. Il y a eu des cycles. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis plus senti victime. Oui. Et je me suis renforcé, justement. Ce que j'ai vécu dans mon passé, je me suis renforcé sur mes faiblesses. Oui. Et c'est comme ça que je suis devenu fort, c'est en me renforçant sur mes faiblesses. M'appuyant sur mes faiblesses pour me renforcer. Oui. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, on va en parler de qu'est-ce que tu fais. Que fais-tu? Donc, allons-y. On va, encore une fois, brasser les cartes. Et tu vas pouvoir choisir la carte qui représente Martial. Que fais-tu? Alors, Martial, que fais-tu? La roue de la fortune. La roue de fortune. Donc, allons-y, Martial. Présentement, que fais-tu? Présentement, je suis naturothérapeute.
Voilà. Oui. À 69 ans, j'ai décidé de faire mon diplôme au Collège des médecins du Québec. Oui. Et puis de rentrer dans cette partie qui m'avait amené à perdre 100 livres, plus de 100 livres. Oui. Ça t'a aidé. Ben oui. Ouais. J'avais la fourchette et le couteau. Oui. Donc, il ne me pesait plus que... J'avais déjà l'expérience exact. Il te fallait dans le papier. Oui. Donc, il fallait que je partage. Je Oui. partage avec les autres. Non seulement que je partage avec les autres sur la naturothérapie, mais que je partage aussi sur ce qu'on pouvait subir en étant enfant et ce qu'on pouvait trimballer derrière soi. Oui. Et qu'il fallait l'utiliser comme une force, pas comme une faiblesse. Oui. Voilà. Et que, avant toute chose, la principale des choses, c'était de parler, de parler, de parler. Fait qu'un aspect quand même psychologique, psychologue, si on peut dire ça, bien sûr, dans ton travail. L'un ne va pas sans l'autre. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un accompagnement. Voilà. Oui. L'accompagnement holistiquement parlant. Oui. Quand tu touches plusieurs facettes aussi. Voilà. De d'autres... voilà. T'as d'autres trucs que tu connais aussi. Là. Récemment, je crois que tu fais de la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire, ouais, j'ai passé mon petit diplôme chez Madame Chrétien à Québec. Oui. Qui est très bien. Puis bon, j'expérimente tous les jours de nouvelles pratiques. Donc, tu as un bon bassin de clientèle présentement au Alimentex. Alimentex. Alors, Louis m'a très bien accueilli, Alimentex. Ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans bientôt. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cet endroit? Ce qui m'a fait découvrir cet endroit, un jour j'ai apporté un CV à Louis. Oui, le propriétaire. Oui. Ah ouais, propriétaire. Et puis, voilà, il n'était pas là, donc j'ai remis le CV, et puis je me suis reparti, puis je n'ai jamais eu de nouvelles. Et puis, il y a 2 ans, donc je me suis cassé le bras, tombant sur la glace, je me suis cassé le coude. Donc j'étais à la maison, et puis un beau jour, je reçois un coup de téléphone de Louis qui me dit, demandant si c'était possible que je vienne travailler sur le plancher. Oh oui, sur le plancher. Et puis qu'il avait besoin aussi d'un naturopathe. Alors j'ai dit, je m'excuse, mais pour l'instant, j'ai le coude dans le plâtre, je peux pas venir. Mais il m'a dit, je lui ai dit, écoutez, quand j'irai mieux, je vous rappellerai. Je vous redonne un coup de téléphone. Oui. Et puis quand j'ai été libéré du plâtre et tout ça, j'ai repassé un coup de téléphone à Louis. Puis Louis, on s'est entrevus, puis voilà, c'est là qu'on a débarrassé tout le petit bureau, et puis on a changé tous les petits bureaux, et puis... Donc présentement... On a fait le cabinet là-bas. Tu as ton cabinet au Alimentex à Québec, sur la première avenue. Voilà. Tu rencontres des gens chaque semaine. Oui. Un suivi de naturopathie, de réflexologie, aussi de rencontres, plus d'échanges. D'échanges, voilà. Donc ça t'apporte beaucoup, et maintenant tu peux, avec ça, redonner aux gens. Je peux redonner tout ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tout ce que j'ai reçu, parce que j'ai reçu beaucoup d'amour. Oui. Tout ce temps, surtout par mon épouse, j'ai reçu beaucoup d'amour. L'amour inconditionnel. Ben oui. Le couple, c'est pour ça que je t'ai toujours parlé du couple. Oui. Le couple est important. Oui. C'est un homme sans une femme n'est rien. Ah, ça, on va y venir dans qu'est-ce que tu sais. Mais on a fait le tour de que fais-tu? On en a parlé brièvement. Maintenant, on va demander, Martial, où vas-tu? Où est-ce que tu crois que tu vas? Dans ton voyage avec nous sur cette terre. À partir de maintenant. Oui. Allez, hop, j'en tire 2. Quelle que t'aimerais? Oui. Voilà, on tire celle-là. La Lune. Je vais à la Lune. Tu t'en vas à la Lune. Donc, Martial, où vas-tu? Eh bien, Martial, où vas-tu? Je vais pas seul. Je vais avec mon épouse. Oui. Parce qu'on s'est reconstruit ensemble. Parce qu'elle aussi avait besoin de se reconstruire. Oui. On ne s'est pas rencontrés par hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Voilà. Ça, on sait bien. On s'est rencontrés parce qu'on avait besoin de se rencontrer. Oui. Aussi bien l'un que l'autre. Oui. On avait besoin de l'un et de l'autre. Mm-hmm. Donc on s'est reconstruit ensemble.
Et constamment, on travaille ensemble. Oui. Vous êtes une unité. Voilà. C'est le nous. C'est le nous qui est important. C'est ce nous qu'on a construit. J'ai été un peu réticent avec le nous pendant beaucoup d'années, mais aujourd'hui, je l'ai intégré, ce nous. Ce nous, parce qu'il y avait toujours en moi un recul de... Les craintes. Oui, il y a toujours ce côté ermite. Ermite, oui, on l'a vu, c'est le premier. Il y a toujours ce côté ermite. C'est la base. Voilà, il y a toujours ce côté ermite. Oui. Donc, cette solitude, Oui. Mais aujourd'hui, j'ai intégré autre chose. Oui, vous êtes dans l'échange. Voilà. Et vous pouvez avoir votre solitude quand même, Voilà, l'autre. tout à fait. Tout à fait. Donc, dans la direction où tu crois aller, ça va être t'accompagner. Voilà. Donc, on a l'intention, dans les années à venir, elle va être en retraite dans 3 ans, de monter notre petite clinique. Ah, très bien. Voilà. De monter notre petite clinique. Elle fait aussi de la réflexologie amérindienne. Elle a passé aussi chez Chrétien, elle a passé ses diplômes de manicure-pédicure. Oui. Donc, on va lier tout ça. On va lier tout ça. Voilà. Oui. On se prépare. On se prépare pour la suite des choses. On se prépare pour la suite des choses. On a bien répondu. Maintenant, Martial, pour la dernière question, et je crois que c'est là qu'on va pouvoir avoir plus peut-être de clés que tu pourras nous donner par rapport à ton parcours. Que sais-tu? Qu'est-ce que tu peux partager avec les gens qui nous écoutent par rapport à ton parcours de certaines clés ou de notions ou de philosophie que tu crois, hein, et que tu sais qui sont bénéfiques et qui peuvent aider les gens? L'empereur. L'empereur, et voilà. L'empereur. Donc, que sais-tu, Martial? Tu sais beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses et on ne sait jamais rien. Exact. C'est l'infini, hein? C'est l'infini. C'est le grand zéro. C'est l'infini. De ma petite expérience, je peux tirer que il faut parler. Il faut se libérer. Quand on a un problème, quand on subit des traumatismes, il faut en parler. Oui. Il ne faut pas rester dans le silence. Ça, c'est la première des choses. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. La deuxième chose, c'est que il ne faut jamais se sentir victime. Parce que quand on rentre dans la victimisation, on a une autre perception de la réalité. On fait ses choix de vie. Et on est acteur de notre vie. Oui. Donc quand on fait ses choix de vie, on est responsable de ses choix. Comme dans une partie d'échecs. Oui, on est responsable de ses choix. Et à partir du moment où on est responsable de ses choix, on n'a plus de sens de la victimisation. Oui. Parce qu'on s'aperçoit très vite qu'on est toujours responsable de ce que l'on fait. On change de paradigme, on change de fréquence, de track. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est à peu près ce que je pourrais dire de mon parcours. Bien sûr, il y a aussi l'hygiène de vie qui est importante. Oui, bien sûr. L'hygiène de vie. Mais ceux-ci veulent le savoir. Si à 75 ans, je me porte à merveille, c'est parce que j'ai une hygiène de vie particulière. Oui. Le sommeil est important. Oui. La nourriture, l'alimentation est importante. La respiration est importante. L'élimination est importante. Oui. Toutes des choses que tu peux partager avec tes clients. Voilà. Et parle-moi de l'amour. Je sais que c'est un grand thème qu'on a abordé aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois? L'amour, c'est pas du sucre. C'est pas toujours du sucre, l'amour. L'amour, c'est du sel et du poivre aussi. Oh. L'amour est exigeant. Et l'amour... l'amour demande toujours un respect. De soi-même et de l'autre. De soi-même. Mais en particulier de soi-même. Oui. Et un respect de soi-même, c'est
c'est pas évident à acquérir quand on n'a pas eu le respect de soi-même pendant tant d'années. Oui. Donc il faut faire tout un parcours intérieur pour retrouver le respect de soi-même. Que tu as retrouvé. Et s'aimer. Et que tu as retrouvé. Oui. Oui. Grâce à mon épouse. Aujourd'hui, je peux dire que je m'aime. Et c'est la plus grande difficulté, je crois, chez les gens, c'est de s'aimer Oui. assez pour se respecter Voilà. et de faire des actes responsables dans la bonne direction. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, chacun a son choix de vie, chacun a son... Mais c'est lui qui fait le choix, il en est responsable. Oui. Voilà. Et dans ton parcours, malgré le cycle qu'on a revu avec les 3 mariages, tu as toujours 4 eu... mariages. 4 mariages, oui. Avec mon épouse. Et dans les 3 anciens qui n'ont pas nécessairement fonctionné, mais tu as toujours eu ce cycle, oui, de ermite qui voulait revenir et partir, mais aussi l'amour qui était apparu dans des situations quand même... Toujours venu me rechercher. Revenu à zéro, mais en 3-4 jours, dans une coïncidence de retour, dans une situation avec l'abondance. Donc, je pense toujours à l'évangile de Jean. Oui. Je vais t'écrouler, mais en 3 jours de temps, je vais te reconstruire. Oui. Et c'est ça, je pense toujours à ça. Oui. Tu as eu ta tour détruite et reconstruite maintes fois, et maintenant ta tour est sur des bases plus solides, avec un amour de soi-même, qui fait en sorte que maintenant tu es inébranlable. Voilà. Inébranlable. Personne n'est inébranlable. Non, je sais, mais on a tous des plus failles. solide. On a tous des failles. Ouais. On a tous des failles. On est humain avant toute chose. Voilà. On n'est pas en bois. Oui. Fait que l'amour est toujours au rendez-vous. Mais l'amour est toujours au rendez-vous. Dans des circonstances parfois surprenantes. Et quand on s'aime, on peut après ça trouver la personne miroir qui peut nous compléter. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et la plus grande chance de ma vie, le plus grand amour de ma vie, c'est de m'avoir amené à rencontrer Carole, qui est pour moi un pilier. Ta douce moitié. Oui. Oui. C'est comme j'ai dit au début, tu la prenais de mes yeux, oui, c'est vrai. Elle est toujours en train de justement de montrer mes failles et de m'améliorer. L'autre est le miroir. Oui. Et la relation, c'est ça. Ben, bien sûr. Avec le poivre et le sel. Et le poivre et le sel. Oui. Mais l'autre est toujours le miroir de l'autre. Oui. C'est un peu ce qu'il y a chez les francs-maçons. Quand il y a la flaque d'eau, et tu te regardes, quand tu regardes dans la flaque d'eau, tu as ton image. Oui. Et ben c'est ça, c'est le reflet de soi-même. Le reflet de soi-même. C'est photovoltaïque. La seule façon de se voir, des fois, c'est avec la relation avec l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Surtout le masculin et le féminin. Oui, encore plus. Voilà, c'est important. C'est cette relation de partage, de force. Oui. Parce que le couple, c'est avant tout une force. Oui. C'est une relation... je te donne ton masculin, tu me donnes mon féminin. Le yin-yang. Voilà, exactement. Oui. C'est ça. Donc, dans l'échange qu'on a fait aujourd'hui, Martial, on était en quelque sorte... j'ai été ton miroir pour que tu puisses dévoiler aux gens ton parcours. Bien sûr. Mais je l'ai fait... Ta connaissance. Je l'ai fait de tout mon cœur. Et ton message. Voilà, tout à fait. Oui. Pour terminer, on a toujours le parcours, le jeu d'échecs plutôt, que j'ai peut-être pas expliqué aux auditeurs, mais c'est une partie qui représente la vie, en fait, avec les mouvements responsables, donc on vient de parler. Et chaque invité va faire un mouvement. Moi, je vais faire le mien et je t'invite à faire le tien. Et je vais te corriger s'il y a lieu, là. Eh ben, je vais faire celui-là, moi. Parfait, Martial. Merci beaucoup pour ton temps. C'est moi qui te remercie. On va peut-être se réinviter. Bah oui, et bien sûr. refaire d'autres épisodes et peut-être même rencontrer ta compagne. Exactement, exactement. Donc, si les gens veulent te rencontrer au Alimentex, présentement à Québec, à Limoilou. Le vendredi et le samedi. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Parfait. Merci beaucoup, Martial. Merci, Pascal. Une belle journée. À bientôt. Belle journée à toi. Merci.